C'était donc le 6e et dernier épisode de la série De Gaulle, l'éclat et le secret, réalisé par François Weil et coécrite par Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, que nous avons eu le plaisir de vous proposer dans son intégralité sur notre chaîne. Retour maintenant sur le plateau de cette émission spéciale en compagnie de nos invités pour évoquer l'éternel De Gaulle, celui qui marqua à tout jamais de son empreinte l'histoire pas si ancienne de notre pays. Patrice Duhamel est parmi nous pour commencer. Bienvenue à vous, Patrice Duhamel. Vous êtes journaliste politique, ancien directeur général de France Télévisions et vous avez donc coécrit cette série aux côtés de Jacques Santamaria, à qui on doit les dialogues d'ailleurs. On a fait le scénario également ensemble et c'est lui qui a fait les dialogues. Jacques Santamaria, avec qui vous avez par ailleurs publié ce livre, De Gaulle, l'album inattendu, publié aux éditions de l'Observatoire. On va bien sûr reparler ensemble de ce dernier épisode, de l'ensemble de cette série que nous avons eu donc le plaisir de présenter dans son intégralité sur notre chaîne. Christophe Barbier est également avec nous. Vous êtes journaliste, ancien directeur de la rédaction de l'Express et depuis quelques années maintenant éditorialiste politique et chroniqueur chez le confrère de BFM TV. Mais ceux qui nous regardent le savent peut-être moins. Vous êtes aussi un homme de théâtre, metteur en scène, comédien. Je crois avoir compté plus de 60 mises en scène à votre actif. Et vous interprétez, bien sûr, dans cette série, on l'a vu, l'ancien ministre Alain Peyrefitte. Alain Peyrefitte, à l'époque, ministre de l'Information. Nous sommes entre 1962 et 1966. Cette fameuse écharpe rouge que vous portez tout le temps, est-ce qu'on la doit à cet amour pour le théâtre ? On l'attribue plus souvent à François Mitterrand qu'au général de Gaulle. Mais elle n'a rien de politique et en effet, on est plus proche du rideau de théâtre. Oui, on peut en savoir un tout petit peu plus parce qu'on vous voit toujours avec cette écharpe rouge. C'est peut-être en quoi elle vous rapproche du théâtre ? C'est peut-être une manière pour moi d'emporter partout de quoi tirer le rideau ou lever le rideau. Christine Claire, enfin, est avec nous. Vous êtes journaliste et éditorialiste politique. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages consacrés à Charles de Gaulle. 4 ouvrages au total, dont celui-ci, qui prolonge d'ailleurs assez bien le dernier épisode de la série que nous venons de voir ensemble, et intitulé « Adieu la France ». Pourquoi de Gaulle est parti, publié lui aussi aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi de Gaulle est parti ? Eh bien, je vous poserai la question, bien entendu, tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Patrice Duhamel, décrivez-nous le pourquoi de cette série, comment est née l'idée de cette série que nous venons de voir donc en intégralité sur notre antenne et particulièrement ce dernier épisode. On voulait faire quelque chose depuis longtemps avec Jacques Santamaria sur De Gaulle. Alors il y avait eu des documentaires, il y a eu assez peu de fiction. Parce que jusqu'à la mort du général, on n'avait pas le droit de le montrer dans les fictions. Hein. Dans le fameux Paris brûle-t-il, par exemple, on voit le morceau, la main, l'amorce du bras, mais c'est tout. Voilà. Et puis après, il y a une forme de... Je ne sais pas si c'est de la pudeur ou de la timidité devant le personnage. Puis nous, on s'est dit, pour les 50 ans de sa mort, il faut quand même faire quelque chose de vraiment costaud, sérieux. Et puis, on en a parlé, bien entendu, à France Télévisions. Et on a mis un peu de temps avec eux à réfléchir au format. Est-ce qu'il fallait faire un unitaire, éventuellement un film de cinéma, comme il y en a un bientôt qui va d'ailleurs sortir. Il y en a déjà eu un qui a été réalisé par Gabriel Le Baumin, un très bon film, qui avait beaucoup de succès. Et finalement, vous optez pour une série ? Pour une série... Est-ce qu'il faut demander l'autorisation aux descendants de De Gaulle pour faire cette série, par exemple ? On les a informés, oui. Mais ils ont été tout à fait... On les connaît, Jacques et moi, on les connaît assez bien. Et donc, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. Donc, la chance qu'on a eue, et le privilège, c'est qu'on a pu tourner beaucoup de scènes. François Weil a tourné beaucoup de scènes dans les lieux réels, c'est-à-dire à la Boisserie, l'extérieur, ce qu'on a vu à la fin là, du dernier épisode, cette vue extraordinaire sur la campagne de la Marne. C'est la Haute-Marne, d'ailleurs. Mais enfin, bon, c'est la même plaine. Marne, sauf qu'il y a moins de champagne. Le casting, est-ce que vous avez été associé et l'intérieur aussi de la Boisserie, ce qui est vraiment, là, pour le coup, assez exceptionnel. Ouais. Et à l'Élysée, on a pu tourner dans le parc et également à l'hôtel Matignon. Pour les scènes d'intérieur, une partie des scènes d'intérieur, nous sommes à la Boiserie. Oui, on est à la Boisserie, notamment quand De Gaulle rédige ses mémoires, ce qu'il a fait après être parti de l'Élysée et être rentré de
célèbre voyage en Irlande. Est-ce qu'on vous a associé au casting, puisque vous êtes co-auteur de cette série? Oui, pas trop. Vous avez eu un mot à dire? Non, parce que moi, quand j'étais directeur général de France Télévisions, qu'on me demandait mon avis sur les castings, je disais toujours, franchement, c'est pas mon métier. Mais, Samuel Labarthe, quand même, grand coup de chapeau. Constance Delay, Yvonne de Gaulle est formidable. Le ministre de l'Information, ça ne correspond pas tout à fait à l'idée que Christophe se fait, je pense, des rapports entre la politique et les journalistes. Parce qu'Alain Perfit, c'était. On va en dire un mot, bien sûr. Alain Perfit, c'était quand même. Samuel Labarthe, il joue de Gaulle de 40. Moi, j'ai connu cette époque-là, c'était pas mal. Samuel Labarthe, il joue de Gaulle. Il interprète le rôle titre de 1940 jusqu'à 69. Il était totalement plein de son personnage. C'est extraordinaire. Je le connaissais un petit peu. Parce que quand j'étais DG de France Télé, à ce moment-là, il jouait dans les petits meurtres d'Agatha Christie. C'était un des grands personnages emblématiques de France 2. Et là, il est rentré dans ce personnage d'une manière extraordinaire. Et pendant le tournage, le soir et le matin, avant d'aller tourner, il lisait encore les mémoires du général, tous les bouquins. Il a dû lire les 4 bouquins de Christine, etc. Et il était vraiment... c'était le général, quoi, sur le tournage. Moi, je suis allé au tournage à l'Élysée. Dans le parc de l'Élysée, c'était extraordinaire. Tout juste, on ne lui demandait pas les autographes pour qu'il signe Charles de Gaulle. Hein. Alors, quel casting aussi. Constance Dolé joue Yvonne de Gaulle. On en dira peut-être un mot avec vous tout à l'heure. Christopher Craig, Winston Churchill. Francis Huster, André Malraux. Pas ce que vous pensez de l'interprétation de Malraux par Huster, mais elle est tout de même particulière. Et puis, Christophe Barbier, Alain Perfit. On vous a proposé ce rôle comment on vous l'a proposé et comment vous êtes mis à incarner Alain Perfit dans cette période particulière où il est ministre de l'Information. On l'appelait d'ailleurs, je crois, Monsieur Censure à l'époque. Oui, tout à fait. Oui, le rôle du ministre de l'Information était vertical. On ne connaît plus ça aujourd'hui, et tant mieux. C'est Simone Harary, la productrice, qui m'a contacté, qui m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit oui tout de suite. Parce que pour moi, d'abord, Perfit, c'était l'auteur de C'était de Gaulle. Formidable. Donc, ce recueil de témoignages, de citations, de face à face. Donc, c'est une Bible pour se référer à de Gaulle. Combien de temps après la mort de De Gaulle? Le premier tome est en 96, je crois. Et donc 25 ans après la mort. C'est-à-dire, je vois que vous en parlez avec beaucoup de liberté, mais c'est-à-dire à quel point c'était difficile de publier des choses, d'entrer dans l'intimité du général. C'était son autodiscipline aussi à lui, Perfit. Oui, mais personne n'avait le droit, personne ne se reconnaissait le droit. Et personne n'osait. Personne n'osait, évidemment. C'était aussi pour moi, Perfit, plusieurs autres personnages. D'abord le ministre de l'Éducation de mai 68, avec un porte-à-faux, parce qu'il avait été assez moderne finalement dans sa manière de gérer les événements qui lui avaient échappé. C'est aussi le maire de Provins, donc quelqu'un qui tout le temps se référait à ce qu'on lui disait dans sa commune pour avoir l'idée de la France d'en bas, ça c'était assez gaulien. Et puis enfin, il était le successeur à l'Académie française de Paul Morand. Or, j'ai incarné Paul Morand aussi sur scène face à Gabriel Chanel lors de leur exil après la guerre. Donc pour moi, il y avait une sorte de passage de témoin entre les deux. Il avait été l'objet d'un attentat, comme De Gaulle. Alors Christine Claire, vous avez écrit un livre qui nous rapproche et qui nous ramène à ce dernier épisode de la série qu'on a eu l'occasion de voir à l'instant ensemble. Pourquoi De Gaulle est-il parti de la manière dont il est parti? Je parle évidemment du pouvoir. En avril 69, à l'issue de ce fameux référendum sur la régionalisation, la réforme du Sénat. Alors, est-ce que c'est un coup de poker? Est-ce que c'est un suicide politique, comme on l'a beaucoup lu, beaucoup entendu pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs ce qu'ils viennent de voir à l'instant, dans ce dernier épisode. Je crois que c'est un grand chagrin. Et c'est ce que montre très bien cette série. Cet homme qu'on croyait intraitable, évidemment très orgueilleux, etc., en fait, était insensible et il était sujet à des déprimes. Et là, il s'était lancé dans ce projet de référendum parce qu'il y tenait, mais c'était aussi, il savait qu'il prenait un risque. Il le savait bien et parfois, il lui arrivait de dire qu'il le souhaitait parce que finalement, c'était une belle sortie. Sortir sur un échec sur ce projet de référendum dont on trouverait maintenant que c'était vraiment une très bonne idée de faire participer davantage les Français à des choix importants. Et il espérait au fond de lui-même, parce qu'on a toujours ça chez De Gaulle, et la série le montre très bien. Il est pessimiste finalement, il se résout d'avance au pire, en ce qui le concerne, pas en ce qui concerne la France.
Mais en même temps, il espère. C'est une histoire d'amour. Il espère quand même que la France, à un moment, va se réveiller, va lui signifier sa reconnaissance, son amour, et puis allez, on continue ensemble. Surtout qu'entre-temps, Pompidou avait beaucoup grandi, était devenu quand même un rival important. Donc, je pense qu'il fait ce référendum en espérant un geste d'amour, mais en prévoyant quand même que ça serait une belle sortie. Il le dit d'ailleurs. Vous écrivez dans votre livre qu'il est tout de même dans une forte période de doute, en réalité, après les événements de 68. Oui, il a toujours douté de l'amour des Français. Il a toujours douté de leur mobilisation, de leur capacité à faire des efforts, à se sacrifier. Bon, il les a embarqués, il les a relevés, mais il était toujours... bon, on a bien vu déjà quand il est parti en 41, en 46, il est parti déjà découragé. Il aurait aimé que les Français le retiennent d'une manière ou d'une autre. Il aurait aimé que les Français le retiennent. Il croyait qu'ils allaient le retenir. Il le pensait vraiment, Il était très déçu. Et là, il avait au fond de lui-même un petit espoir, mais en même temps, il se savait quand même âgé, fatigué. Et il pensait que c'était peut-être pas... C'était quand même une assez belle sortie. Voilà. C'est aussi votre interprétation, Patrice Duhamel. Il y avait tout de même eu ces législatives à la sortie de 68, où il avait obtenu une très large majorité. Pourquoi a-t-il eu besoin de revenir avec ce référendum en 68 ? On n'a pas le temps de refaire tout le film de cette période. Oui, mais quelques mois après, ça s'écroule. Oui. Mais les Français, les journalistes, les éditorialistes, tous les commentateurs disent c'est Pompidou qui a gagné les élections législatives. Oui. C'est Pompidou qui avait presque imposé, en tout cas au minimum convaincu de Gaulle, le fameux 30 mai 1968, de faire des élections. Il est arrivé voir de Gaulle, qui avait disparu la veille à Baden-Baden sans prévenir son Premier ministre. Donc Pompidou arrive le lendemain avec sa lettre de démission dans la poche. « Mon général, vous ne m'avez pas fait confiance, je vous remets ma démission. » De Gaulle lui dit « Non, vous restez, je fais un référendum. » Et Pompidou lui dit « Si vous faites un référendum, vous allez le perdre. » Parce qu'en 68, il y a eu un mouvement quand même qui était très hostile au général, à la personne du général. 10 ans, ça suffit. Et il convainc de Gaulle, ce qui est quand même, il faut le faire, convainc de Gaulle de renoncer au référendum et de faire des élections législatives. Une dissolution réussie pour une fois. Dissolution réussie, dissolution, référence à la situation actuelle qui est faite comme ça devrait être le cas à chaque fois. Non pas pour provoquer une crise, mais pour la régler. Donc, avec ce qu'on a appelé une chambre, une assemblée bleu horizon. Mais quelques mois après... 350 ou 400 députés de droite. Alors qu'en 67, ils avaient eu la majorité d'une poignée de sièges, ou 2 sièges. Quelques mois après, ça se dégrade, et puis Pompidou lance ses fameux appels de Rome, appels de Genève. Voilà, Pompidou est vraiment très atteint par l'affaire Marcovitch. Sur cette sortie du général de Gaulle, Christophe Barbier. La sortie du général de Gaulle, c'est une sortie chevaleresque, presque au sens médiéval, c'est la sortie du connétable. Comment réussir sa sortie ? Il aurait terminé son mandat, il se serait épuisé au fur et à mesure du quotidien, les rivaux se seraient agités, les dauphins se seraient entretués, ça n'aurait pas été extrêmement digne. Là, il part parce qu'il pose une question de confiance au peuple, et le peuple dit non. Et donc c'est assez grandiose. Il a été le seul à avoir ce courage-là dans la liste des présidents de la République. D'avant-garde, la participation. La décentralisation. À l'époque, quand même. Il reste dans la recherche de la modernité. Oui. Et puis il y a, et c'est dit dans ce dernier épisode, la disparition des vieux lions. Alors Churchill est déjà mort depuis quelques années, mais Eisenhower. Et Dieu sait si Eisenhower a aidé De Gaulle en 1944, meurt en mars 69. Oui, absolument. Christophe parlait d'un départ chevaleresque. Il y a une histoire qu'on a racontée il n'y a pas très longtemps, sinon on l'aurait mis dans le film d'ailleurs. C'est le jour, l'avant-veille du référendum. Il enregistre son allocution, en disant si je perds, je m'en vais, etc. Il prend l'ascenseur avec son aide de camp, l'amiral Floïc. Il rentre dans l'ascenseur en disant à Floïc « ça ira comme sortie », donc il sait qu'il va perdre. Il va se reposer dans ses appartements pendant une demi-heure, il ressort, il descend, et alors que le chauffeur le prenait toujours devant la terrasse du côté parc de l'Élysée, il lui dit « donc vous allez vous mettre devant un petit salon ». Quand on regarde le parc comme ça, qui est à gauche, qui est le salon d'argent, qui est un endroit que De Gaulle détestait, parce que c'est là qu'il y avait eu le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est là que Napoléon Ier avait signé, et il y a toujours le facsimilé de l'abdication dans ce petit salon, c'est une espèce de bonbonnière, et c'est là que Félix Faure avait fait son fameux malaise, entre guillemets, avec sa maîtresse.
Et quand il sortait de l'Élysée, je vais vite, mais c'est une histoire extraordinaire. Quand il sortait de l'Élysée, le chauffeur, il y a deux sorties pour l'Élysée en voiture. Et il demandait au chauffeur de sortir par la gauche, parce que comme ça, il sortait en face du théâtre Marigny. C'était plus facile avec une voiture de sortir. Et là, il dit au chauffeur, aujourd'hui, on sort par la droite. Il s'arrête, il dit au revoir au commandant du palais, qui sait qu'il ne le reverra jamais, et il file. Et pourquoi est-il sorti par la droite? Parce que c'est là que Napoléon Ier, quittant l'Élysée, était monté dans la berline du général Bertrand et qu'il avait quitté l'Élysée. Et sortir, c'est une histoire très peu connue. Oui, hein. oui, oui. Je l'ai raconté à un président de la République, pas Macron une fois, qui m'a dit « Vous êtes sûr ?» etc. Et puis un mois après, il s'était renseigné, il m'a dit « Oui, vous avez raison, mais c'est une histoire extraordinaire. Il voulait sortir de l'Élysée comme Napoléon Ier. Et alors, dans ces interrogations sur serrer la main d'un gardien de la paix qui s'en souviendra toute sa vie. Mais c'est tout De Gaulle, hein, ça. Ouais. Alors, De Gaulle recherche l'adhésion systématiquement, évidemment, des Français. C'est le cas aussi en 65. Et ça fait partie de l'épisode où vous incarnez d'ailleurs Alain Peyrefitte, parce que à l'issue du premier tour, en 65, il n'est pas encore élu. Il va falloir un deuxième tour face à Mitterrand. Et on en est à se demander si De Gaulle ne va pas quitter le pouvoir à l'issue de ce premier tour. Oui. Bien sûr, il a fait une non-campagne, il a même refusé d'utiliser son droit d'accès à la télévision, où tous les autres candidats, pour la première fois, enregistraient des messages télé. Et donc, il considère qu'il n'a pas été reconduit à la hauteur de son destin. Donc, en effet, la question se pose. Et il y a une inquiétude dans son entourage. Est-ce que l'orgueil du connétable ne va pas le faire démissionner uniquement sur ce Et le Alain Peyrefitte que vous êtes dans cette série marque son inquiétude, effectivement. Que Pompidou téléphone. Tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde s'est mobilisé. Et Peyrefitte a eu son rôle aussi, parce que Peyrefitte était l'homme des médias, c'est l'homme de la jeunesse aussi, et il lui explique que c'est pas le général le problème, c'est de ne pas faire campagne. Il était blessé à mort. Il dit quand même quelque chose d'incroyable, d'invraisemblable intellectuellement. Quand on est général de Gaulle, il dit « J'ai fait 44% au premier tour, comment voulez-vous que je passe 50% au deuxième ?» Non, mais il avait besoin qu'on le console aussi. Il n'a pas compris la mécanique de l'élection qu'il a créée. Il teste aussi, toujours. Il avance des scénarios, pessimistes pour que les autres embrayent ou au contraire le contredisent. Il y a toujours une façon de tester son entourage et ses fidèles ou soi-disant fidèles, parce que finalement, il hésite encore. Mais c'est vrai qu'il a eu un coup de blues terrible, là. Et Jacques Santamaria, parce que Christine parlait de chagrin, il a inventé une très belle formule sur De Gaulle, au moment du départ de De Gaulle. Il a dit « c'est le haut chagrin ». C'est tellement gaullien, en plus, cette formule, c'est exactement ça, hein. Oui, non, mais c'était toute sa vie. Jacques Santamaria, je rappelle, c'est celui qui a évidemment qui est le co-auteur de cette série avec vous. À propos de cette série, c'est vrai que dans la mémoire collective, il y a deux grandes périodes concernant De Gaulle. Il y a le héros français de la Seconde Guerre mondiale, et puis il y a le De Gaulle de 58, celui qui va installer la Ve République, en finir avec le bourbier algérien, et évidemment cette fin qu'on a vue dans ce dernier épisode. C'était ça la commande, c'était parce qu'il y a 3 épisodes sur cette première période, la Seconde Guerre mondiale, et 3 épisodes sur, finalement, 58 et après. Il n'y a pas d'épisode sur l'entre-deux, par exemple. Non, mais il fallait faire des choix. On pouvait pas, on était obligé, et on voulait aussi... Alors, tout est basé sur des faits réels, hein. Il y a des épisodes dont certains téléspectateurs nous ont dit « Mais non, c'est pas possible, etc. » C'est la réalité. Quand sa famille le rejoint à Londres, le 18 juin, alors qu'elle prend le bateau et sa femme ne sait pas où il est. Elle va savoir le lendemain matin en arrivant avec son petit bateau au sud de l'Angleterre. Elle apprend qu'il est là, en lisant le journal, et qu'il a lancé un appel la veille. Donc on voulait vraiment qu'il y ait à la fois le De Gaulle personnel, familial, on le voit avec sa fille Anne, pour lequel il avait une passion absolument extra au sens étymologique du terme, et puis il fallait choisir les moments, les périodes, on ne pouvait pas parler de tout, et la traversée du désert, c'est intéressant, je ne sais pas ce qu'en pensent Christine et Christophe, personnellement, intellectuellement, mais politiquement, c'est pas très intéressant, parce qu'il lance un parti politique. Pas très dynamique, puis le RPF, en effet, est une histoire qui capote. Le RPF qui lance en 1946, une photo extraordinaire et qui n'aura pas le succès escompté sur le plan électoral. Il écrira ses mémoires aussi, d'ailleurs, entre mémoires de guerre. Ces deux périodes, ces fameuses mémoires de guerre. Vous avez été surprise, m'avez-vous dit, par l'interprétation et le rôle occupé dans cette série par Yvonne De Gaulle.
Oui, Tante Yvonne, c'était parce son que, vous savez, le surnom que lui finalement, donnaient les Français. moi, je me souviens du canard enchaîné. Elle a été totalement ridiculisée. Hein. C'était On en faisait une bigote. une bigote avec son tricot sur les genoux, ridicule, ne s'occupant que de « Ah, mes poulets, sont-ils restés dans le coffre de la voiture quand il y a un attentat ?» Enfin, on la rapetissait énormément. Ouais, bon. Alors qu'elle a Or, joué. ce n'est pas le cas dans cette Et là, série. pas du tout. Là, on a une femme sensible, intelligente, qui intervient en espérant qu'il ne va pas se représenter parce qu'elle connaît sa douleur. Elle sait bien dans quel état de souffrance il est et finalement aussi quand même de vieillissement parce qu'on ne traverse pas toutes ces tragédies sans en souffrir à l'arrivée. Et non, elle est vraiment sensible et intelligente. Elle est réhabilitée, mais il y a beaucoup de réhabilitation dans cette série. De Gaulle aussi, je veux dire, c'était pas l'homme impénétrable et insensible dont on a longtemps entretenu l'image, et notamment la gauche. Maintenant, la gauche est devenue gaulliste, mais tout le monde est devenu gaulliste. On en dira un mot tout à l'heure, On d'ailleurs. voit sa sensibilité, on voit ses lettres à sa femme, justement, on parlait de la femme. Ma chère petite femme chérie, et comme j'ai pensé à toi... On s'est dit, mais c'est merveilleux. Après, je regardais les images, je voyais qu'il descendait de voiture, il venait lui ouvrir la porte. Vous en connaissez beaucoup des hommes politiques qui viennent ouvrir la porte à leur femme et qui lui écrivent « Ma chère petite femme chérie ». C'est vraiment un autre visage de Gaulle qui apparaît et qui explique beaucoup de choses, au fond. Sa sensibilité, bon, son amour des lettres, de la poésie. Le fait que, à peine arrivé à Paris à la fin de la guerre, la première chose auquel il songe, c'est de réunir des écrivains à déjeuner. C'est formidable quand même. C'est le culte de l'esprit, le culte de la littérature, le culte de l'histoire de France. Tout ça révèle une sensibilité qu'on a voulu trop longtemps ignorer, que évidemment ses adversaires comme Mitterrand, le premier, hein, qui est-il, lui, de Gaulle, le dictateur, etc. Führer, Caudillo, Duce. Voilà, on a totalement masqué une partie de sa personnalité. Et moi, je dois dire, je l'ai découvert à l'Express. On m'avait demandé de faire une étude sur des discours de Général de Gaulle. Et en lisant les discours, j'étais dans les volumes de Général, et je lis ses lettres. Mais j'étais ahurie. On ne m'avait jamais parlé de ce de Gaulle-là, de ses lettres. Ses lettres à sa femme, bien sûr, mais aussi à des amis, à l'occasion de mariage ou d'enterrement. Mais c'était toujours une très grande sensibilité. Donc il y avait un autre de Gaulle. Et cet autre de Gaulle, vous l'avez sans doute retrouvé en partie dans cette série. Je l'ai retrouvé, dont on n'avait pas le droit de parler avant. Christophe Barbet, il y a deux de Gaulle ou c'est le même de Gaulle sur deux périodes bien distinctes? Non, c'est le même de Gaulle. Pour moi, c'est le même de Gaulle, à la fois sur les deux périodes, c'est-à-dire imprégné d'une certaine idée de la France, de la conscience de son destin. C'est non seulement le même de Gaulle, guerre et 58-69, mais c'est le même de Gaulle intime et public. L'homme d'État et l'homme d'intimité, je pense, sont mus par les mêmes principes moraux, par la même rectitude. Et l'amour qu'il a pour sa fille Anne et la manière dont il l'accompagne, c'est d'évidence un comportement d'homme d'État responsable. Voilà. Anne, porteuse de la trisomie 21, qui meurt à 20 ans. Et dernier enfant qui meurt à 20 ans. Qui meurt à 20 ans. Bien sûr. Plus que l'homme d'État. Oui, non, mais bien sûr, on est dans l'intimité, donc il y a la tendresse, il y a l'affection. Mais qu'est-ce qui le guide? C'est qu'un enfant comme cela, envoyé par la Providence, eh bien, on s'en occupe à chaque instant. C'est une priorité. Il n'était pas question de la mettre dans une maison. Exactement, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de mesquinerie. La France de cette période-là est assez rare. C'est assez rare, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Donc, je pense que c'est le même individu, mais selon sous quelle facette on le regarde, les reflets du soleil ne sont pas les mêmes. Éternel de Gaulle, c'est le titre que nous avons donné à cette émission spéciale, parce que c'est vrai que aujourd'hui, en 2024, nombreux sont ceux qui font encore référence à De Gaulle. Je pense évidemment au personnel politique de notre pays. Pour commencer, Georges Pompidou. Parce que Georges Pompidou, est-ce qu'on peut dire que c'était le dauphin désigné? On peut le dire comme ça? Ça a été le dauphin désigné jusqu'au moment où, au début 69, donc 3 mois avant le référendum, il lance un appel à Rome, qui a été un peu gonflé, instrumentalisé quand même par l'entourage du général, et puis ensuite la même chose à Genève quelques semaines plus tard. Mais
De Gaulle a toujours considéré que si Pompidou n'avait pas fait cet appel, il aurait peut-être perdu le référendum, mais sans doute moins largement en tout cas, parce que les Français votaient pour le départ du général, mais en sachant qu'il y avait Pompidou qui arrivait derrière, donc ils étaient rassurés. Il n'y avait pas une forte inquiétude. Pompidou qui n'avait pas été résistant, qui n'avait pas adhéré au RPF, et donc pour les gaullistes, les compagnons de route de Gaulle, c'était pas forcément évidemment le meilleur profil. D'où l'affaire Markovitch, qui a été organisée, gérée totalement et parfois très directement par un certain nombre de compagnons du général de Gaulle, et pas les moindres. Non, c'était plus le même gaullisme, c'est évident. On peut continuer l'affiliation un peu avec vous, Christophe Barbier. Alors évidemment, on a envie de citer, après Pompidou, Chirac. Oui, mais Chirac, c'est l'héritier de Pompidou. C'est le cadet de Pompidou, mis en scène par Pompidou, d'ailleurs, qui lui donne le ministère de l'Intérieur début 1974, parce qu'il sent qu'il va quitter le pouvoir avant la fin, et qu'il faut donner un ministère régalien à son héritier. Donc Chirac, qui a mis en scène évidemment son gaullisme monolithique, est quand même un homme de Pompidou. Un peu plus tard. En fait, ce qui est frappant tout de même, c'est Chirac, c'est l'appel de Cochin. Il fait référence à De Gaulle. Et référendum de Maastricht, il fait aussi référence à De Gaulle. Bien qu'il ait perdu le référendum sur la Constitution européenne. Non, le véritable héritier peut-être de Gaulle, c'est peut-être Philippe Séguin. Du gaulliste gaulien, si j'ose dire, c'est peut-être plus Philippe Séguin. Dans le mélange du social, la participation, une certaine idée de la France, mais un De Gaulle plus pessimiste et passif, plus canapé dépressif que actif. Et c'est pour ça qu'il est peut-être passé à côté de son destin. Comment vous qualifieriez l'idéologie de Gaulle? Elle était à ce point malléable pour pouvoir être récupérée par différentes partis politiques, d'ailleurs dans des formations politiques très diverses. On va évoquer peut-être le Front National dans un instant, mais elle était aussi malléable que ça, l'idéologie de Charles de Gaulle. À partir du moment où on parle de l'État c'est moi, il aurait pu le dire aussi de Gaulle. C'est un centralisateur, c'est un étatiste. Tous ceux qui viennent se greffer à cette vision-là, qu'ils s'appellent Chevènement ou qu'ils soient de droite, peuvent récupérer le gaullisme et le dupliquer. Philippe Séguin vient d'être cité comme peut-être celui qui est l'héritier le plus naturel, qui incarne le mieux ce qu'a été l'idéologie de Gaulle. France, et la France comme un grand pays, comme un pays influent. Il a fait le tour du monde, De Gaulle, pour rencontrer, que ce soit au Mexique, que ce soit en Indochine, partout. Il est allé partout. Et c'était les idées de la France, et c'était l'influence de la France, la grandeur de la France. C'était ça avant tout. Et c'était aussi le partage. Il n'était pas pour la bourgeoisie, il n'aimait pas beaucoup. Il n'était pas pour les riches. Il était pour le pays. Et ce qui était bon pour le pays, s'il fallait partager davantage, il l'a dit d'ailleurs, il n'hésitait pas à le dire dans ses discours, qu'il allait falloir faire des sacrifices, qu'il allait falloir peut-être payer plus d'impôts pour certains. Il ne se cachait pas. C'est en cela que vous le différenciez des populistes, notamment, dans vos écrits. Il n'hésite c'était pas. C'était pas un populiste. Non, c'était pas un populiste. Il dit, vous allez souffrir, il va falloir payer, mais ça n'est jamais une catégorie sociale vraiment contre une autre, même si visiblement il n'est pas... il était plus passionné par les intellectuels que par les patrons. Moi, je dirais trois choses, très vite. Le sens de l'État, à un niveau extraordinaire. L'autorité, à tout point de vue. Et l'indépendance. Je pense que l'indépendance, c'est peut-être ça qui domine et qui peut-être le distingue le plus de la France et de lui par rapport au parti, par rapport aux factions. Une indépendance pour être indépendant, il fallait être assez fort. On pourrait dire, c'est une indépendance presque rebelle. Oui. Vous vous rendez compte ce que c'est si on essaie de revenir aujourd'hui, mais pour être indépendant, il fallait être fort, etc. Enfin, c'est des choses absolument extraordinaires. Refusant l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, c'était vraiment lui, c'est ça. Une des rares fois où on le voit pleurer, c'est le premier essai atomique. Oui. C'est la marque de la force et de l'indépendance de la France. Il est bouleversé, il est heureux et bouleversé. Ouais. J'ai dit un mot sur le Front National tout à l'heure, parce que c'est vrai que Marine Le Pen, lorsque d'ailleurs elle avait à ses côtés Philippot, a essayé de récupérer une partie de cet héritage, elle aussi. On peut couper la croix de Lorraine en plusieurs morceaux. D'ailleurs, il y a, je crois, un des descendants du général de Gaulle qui est allé fricoter avec le RN, qui a fait un petit-fils, qui a fait un petit parcours. Donc oui, eux aussi, à partir du moment où ils veulent s'arroger le monopole du patriotisme, eh bien évidemment, il faut récupérer la
la figure de De Gaulle. Il faut quand même réussir à faire oublier que ceux qui ont tiré sur De Gaulle au Petit Clamart, dont Bastien Thierry, ont été défendus par Tixier-Vignancourt, dont le directeur de campagne en 65 s'appelle Jean-Marie Le Pen. Donc l'affiliation de l'extrême droite, elle est avec l'antigaullisme le plus forcené, avec des nostalgiques de Vichy, avec surtout les partisans de l'Algérie française. Et donc c'est un gaullisme tardif et qui est un gaullisme quand même de mascarade. D'ailleurs, ce tireur du Petit Clamart ne sera pas gracié. Non, celui-là, je leur laisse, dit-il, ils peuvent en faire un héros. Oui, tout à fait. Oui, mais il a expliqué pourquoi. Il avait tiré sur une femme. D'abord, Oui. il n'avait pas tiré lui-même. Oui. Il a fait tirer, mais il n'a pas tiré lui-même. Il a juste baissé un journal pour donner le signal de. Oui, et il a tiré sur sa et femme. il a tiré oui. sur une voiture dans laquelle il savait qu'il y avait une femme, qui était la première dame, mais c'était une femme. Et ça, De Gaulle considérait que c'était deux choses inacceptables. Contre l'honneur. Voilà, exactement. Il incarne aussi l'homme providentiel. Qui plus est, lorsqu'on est président de la Ve République, qu'il a lui-même créé, inventé. C'est peut-être aussi à cause de cela qu'on fait forcément référence à lui. On est encore Emmanuel accroché, Macron, en Voilà, on 2017, fait sur sa référence photo à lui, officielle, du côté de la photo, on voit les mémoires de guerre de De Gaulle. On fait référence à lui par nostalgie d'une époque où nous étions grands, où la France était un grand pays qui a été écouté. Mais à partir du moment où on travers parle le de la monde. fonction même de président de la République sous la Ve, ça évoque De Gaulle, non? Oui, Non, c'est une question, je ne sais pas. L'extraordinaire longévité et Tous ceux qui passent à l'Élysée, ils font et référence. solidité de la Constitution, Oui. c'est quand même un miracle, parce que cette Constitution, il l'a faite pour lui. Elle a C'est raison. souvent ce qu'on a dit, en tout cas. Non, mais elle a survécu. Non, mais Il n'aurait jamais accepté, d'ailleurs, il remettait son mandat en cause à chaque fois, il n'aurait jamais accepté, on le de savait, perdre une un cohabitation. référendum et de Il rester n'était là. même pas question une seconde. Oui. S'il perdait les élections, il démissionnait. Et malgré ça, les cohabitations n'ont pas remis en cause, et bon, peut-être d'une certaine manière renforcé la Oui, cinquième. oui. La légitimité que l'histoire lui a donnée, il pensait que l'onction populaire allait la donner à ses successeurs. Ça a été valable jusqu'au quinquennat. Le quinquennat a un peu dilué tout cela, et c'est Oui, peut-être voilà. le début de la C'est sénescence de la cinquième. c'est le- Battra-t-elle la troisième, encore 4 ans? Oui. c'est le quinquennat, le grand tournant. Oui. D'un côté, on peut se demander si on supporterait d'avoir un président pendant 7 ans. Enfin, vous me direz, on l'a déjà depuis... Le temps s'est accéléré, c'est évident. Et cette image de l'homme providentiel, là aussi utilisée par un certain nombre de nos présidents sous la Ve République. Le mouvement psychologique et politique le plus extraordinaire autour de l'idée qu'on se fait d'un homme providentiel, de l'autorité du monarque républicain qui incarne la Ve République, c'est Mitterrand quand même. Parce que si on relit, comme Mitterrand a été élu en 81, ce livre extraordinaire, magnifiquement écrit d'ailleurs, hein, Le coup d'État permanent, qui était sorti en 64, il a vite disparu des librairies. oui. Il n'y avait pas Amazon à ce moment-là, personne ne pouvait le trouver. C'était impossible. Mais quand on relit ce livre, C'est Christine en effrayant. parlait tout à l'heure, c'est extraordinaire bien écrit, mais c'est au-delà Une de violence. pamphlet. C'est Une violence incroyable. incroyable. C'est un pamphlet d'une violence inouïe, mais ça montre aussi un homme qui s'est plongé dans les rouages de la Ve, qui a complètement compris leur fonctionnement et qui, grâce à cela, va pouvoir se mettre dans son parcours présidentiel et être plus monarque encore que De Gaulle une fois au Ça ne pouvoir. grandit pas son auteur. Hein. Non, mais ça lui a permis de quand même- gagner. Il y a quand même pas mal de jalousie qui passe aussi. Quand On va laisser le mot de la fin à quand Patrick il arrive Duhamel. à l'Élysée en 81, le jour de l'investiture, Ah oui. on lui demande s'il veut s'installer dans le bureau du général. Et il dit Oui. évidemment oui. Le sujet il ne se pose même pas la question Oui. plus d'une Et seconde. la quoi. Constitution, C'est impossible qu'il n'aille et pas la dans le bureau du Constitution général. sera dangereuse après moi. Et Mais moi, finalement, la Constitution du je général de suis- Gaulle, il s'en accommode très bien. Je suis incroyablement nostalgique de quelque chose qui n'a jamais existé. C'est un face-à-face télévisé entre Mitterrand et De Gaulle. Une belle idée de fiction. Ah, il y a peut-être une Ou de idée. Là. théâtre. Il y a peut-être une idée. Merci Voilà, vraiment. Une idée pour Christophe. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette émission spéciale à la suite du 6e et dernier épisode de votre série coécrite avec Jacques Santamaria, Patrice Duhamel. Immense dialoguiste que Christophe connaît bien. Et il y aura peut-être des réactions à aller chercher. En tout cas, j'espère que vous serez là pour réagir à ce que seront les réactions à la suite de la diffusion de notre échange et de l'ensemble de cette série sur notre chaîne. Je remercie aussi Félicité Gavalda, Victoria Bellet, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Puis moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission spéciale. On verra bien à propos de quel personnage et à propos de quelle fiction concernant nos hommes politiques. À bientôt, en tout cas.
Ça va être Mitterrand.